Bonjour et bienvenue au Salon de la Réflexion. C'est le lieu par excellence pour rencontrer des intellectuels, des universitaires, des écrivains, des auteurs, des conférenciers qui produisent de la connaissance. Oui, des chercheurs qui trouvent, il y en a. Et le Salon de la Réflexion s'est donné pour mission de vous les présenter. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir quelqu'un qui a produit de la connaissance et continue de le faire. C'est le professeur Sylla, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est un privilège pour moi de l'interviewer aujourd'hui, car j'ai moi-même fait ma thèse sous sa direction. Merci, professeur, d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de présenter ce que je fais à la communauté nationale et internationale. Et donc, c'est tout intéressant pour moi d'être avec vous ce matin. Je crois que votre initiative est heureuse et je vous encourage là-dedans. Et j'espère que cela produira de bons résultats. Merci encore de m'avoir fait venir et de me recevoir. Merci, professeur. Alors, la première question que nous allons vous poser, c'est de vous demander de rappeler votre parcours. Merci. C'est une question que j'ai souvent du mal à laquelle j'ai souvent du mal à donner une réponse. Parce que pour quelqu'un qui regarde son propre parcours, il n'y a rien d'extraordinaire à donner comme information, tant les événements se déroulent dans une chronologie, dans une progression qui lui paraît naturelle. Pour dire en quelques mots, je peux me présenter comme un universitaire africain. Parce que c'est ce que je fais comme travail. Je suis un enseignant à l'université et je suis un Africain. Je dis Africain pour ne pas me limiter à l'horizon de la Côte d'Ivoire. Parce que je pense que mon histoire va bien au-delà de ma citoyenneté. Donc, je peux me présenter comme un universitaire africain. Qu'est-ce qui m'a mené à cet état, à ce statut? Il faut dire que j'ai toujours été intéressé par le savoir. Aussi loin que je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas intéressé par le pouvoir, c'est-à-dire donner des ordres aux uns aux autres, commander à des gens. Très souvent, on me demandait d'être chef de classe, mais je refusais parce que ce n'était pas une situation qui m'intéressait. Ensuite, je n'étais pas non plus intéressé par les biens matériels. Je ne cherchais pas à être riche, à avoir de grosses voitures. Je ne projetais pas ça quand j'étais petit. Mais ce qui me tenait à cœur et ce que j'avais envie de faire, c'était de devenir savant. C'est comme ça que je me suis vu, la première fois que je me suis projeté dans le futur. Et j'étais habitué à poser des questions à n'importe qui, à tout venant. À la maison, je fatiguais tout le monde avec mes innombrables questions. Parce que je voulais savoir comment toutes les choses que je voyais autour de moi fonctionnaient, pourquoi elles étaient comme elles étaient. Et donc, à des passants, je pouvais demander ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils faisaient ce qu'ils étaient en train de faire. À tout moment, j'avais des interrogations. Et puis, il faut dire que quand je suis allé à l'école, bon, pour dire, je suis allé à l'école de moi-même, ce qui est un peu bizarre parce que je n'avais pas encore l'âge d'être mis à l'école. Et quand mes frères et mes sœurs allaient à l'école, je les suivais. Et donc, on me rabrouait pour me dire non, 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 tu ne peux pas aller. Donc, une année est passée, je crois que je devais avoir 4 ans. On a refusé que j'aille. Donc, l'année qui a suivi, quand la rentrée est arrivée, qu'on a recommencé à aller, je suis allé avec eux. Et là, c'était compliqué pour eux de me dire que je ne pouvais pas y aller. Un jour, par l'inattention des parents, je suis arrivé jusqu'à l'école et je suis entré dans la salle. Le maître qui était là était étonné de me voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis venu à l'école. Il y a mes frères qui sont ici. Je parlais plus ou moins déjà un peu le français. Et c'est comme ça qu'on m'a ramené à la maison.
Et le lendemain, je crois, mon père a décidé d'aller m'inscrire. Donc, c'est comme ça que je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école de moi-même. Et puis, bon, j'ai été bon élève. Chaque fois, j'avais de bonnes notes. Et donc, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que le parcours, il est assez conforme à... En sixième, par exemple, j'étais au nord, à Korogo. C'est là-bas que je faisais mon école secondaire. Et à l'époque, le président Oufoué avait mis en place une politique d'école d'excellence. Et donc, à chaque niveau, les gens qui avaient les meilleures notes étaient regroupés dans une école. Et on avait ouvert une école de ce type à Tengrela. Et je suis allé faire ma sixième là-bas, avec d'autres personnes qui, après, nous sommes retrouvés à l'université plus tard. Ensuite, je suis revenu à Korogo, où j'étais, et je suis venu au lycée au fait. C'est là également que j'ai fait le reste de mon cycle secondaire. Et au bac, encore, par le phénomène de l'excellence, on m'a envoyé au lycée mixte Ayam Sokro, qui est avec le lycée scientifique. Et c'est là-bas que j'ai fait mon second cycle et eu mon bac. Et puis, je suis venu à l'université. Donc, arrivé à l'université, mon parcours, il a suivi le même protocole jusqu'à ce que je vienne faire une thèse de doctorat et que je sois déclaré docteur et que je sois recruté à l'université. Donc, voilà ce que je peux en dire sur le parcours. Il a toujours été clair pour moi que je devais devenir quelqu'un qui allait travailler, qui avait pour vocation le savoir. En gros, c'est ce qui peut être retenu. Merci, professeur, pour votre réponse. Et même si le statut de savant est à rechercher en permanence, pour ma part, vous êtes le premier savant vivant en contact de qui j'ai été. Et même si ce thème est beaucoup galvaudé aujourd'hui avec les experts dans tous les domaines, il est évident que vous êtes une éminence dans votre domaine de compétences. C'est donc un objectif d'atteint. La question qui va suivre est, il y a quelques années, un ministre a dit qu'il ne voyait pas l'utilité de la littérature à l'université. Alors, vous qui êtes professeur de littérature, pouvez-vous nous dire à quoi cela sert aujourd'hui d'enseigner cette matière aux étudiants ivoiriens? Merci. Mais avant de répondre à votre question, je vais vous remercier pour l'amabilité que vous faites de dire que vous confirmez que je sois un savant. Mais en fait, c'était un objectif. Bon, on ne peut jamais dire qu'on est savant. On est toujours en train d'apprendre et je continue d'apprendre jusqu'à présent. Mais c'était l'objectif que j'avais. Donc, il était bon de signaler ça et c'est ça qui justifie mon parcours. Je crois que le ministre n'a pas bien regardé, sinon il aurait vu la nécessité de la littérature à l'université. En fait, il a dû être induit en erreur par deux choses sur lesquelles la plupart des gens ne font pas attention. La première chose, c'est la nature de ce que l'université est. On croit que l'université est un centre de métier, une école de formation. Ce n'est pas le cas. Le ministre aurait pu le savoir même s'il n'avait fait que regarder la loi de création de l'université de Côte d'Ivoire. La loi qui crée l'université de Cocody, qui était autrefois l'université nationale, établit que l'objectif de cette institution, c'est de produire du savoir. Premier objectif. Et second objectif, de mettre ce savoir qui a été produit à la disposition du corps social de la nation tout entière. Voilà le rôle et la fonction d'une université. Une université est une usine à savoir. On ne va pas à l'université pour avoir un métier. C'est d'autant plus vrai que quand on veut avoir un métier, même quand on est allé à l'université, on va dans une autre école de formation professionnelle. Par exemple, si vous voulez être journaliste, vous faites des études de lettres, de sciences humaines, de psychologie, ce que vous voulez. Et après, vous allez à l'ISTC, qui est une école de formation de journalistes. Là-bas, vous apprenez à être journaliste. Mais quand vous sortez de l'université, vous n'êtes pas journaliste. Ce qui induit en erreur souvent les gens, c'est la faculté de médecine. C'est ça qui fait qu'on pense souvent que l'université forme à un travail.
La faculté de médecine, en fait, est deux institutions mêlées. Il y a l'institution universitaire qui produit du savoir dans le domaine de la santé, de la biologie humaine. Et puis, il y a l'école des médecins, en fait, qui aurait pu être détachée de l'université, puisque vous avez l'école des infirmières qui n'est pas à l'université, vous avez l'école des sages-femmes qui n'est pas à l'université. Voilà. Donc, l'école des médecins aurait pu ne pas être à l'université. Donc, c'est ça qui induit souvent en erreur les gens qui pensent qu'on va à l'université pour avoir un métier. Non, on va à l'université pour produire du savoir et pour apprendre à réfléchir. L'université est le lieu qui apprend aux gens à réfléchir. C'est vrai que tout le monde a un cerveau, mais tout le monde ne sait pas réfléchir parce qu'il y a des méthodes pour réfléchir, il y a une manière de réfléchir. Et donc, l'université a pour but d'apprendre ça à une élite d'une nation. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui va à l'université. La nation trie ses meilleurs éléments et les envoie à l'université pour leur apprendre à réfléchir de manière efficace et pointue. C'est ce qu'on fait là-bas. Et dans ce cadre-là, il faut produire de la pensée. Et l'université est une usine à penser sur tous les domaines. C'est pour ça que vous avez plusieurs facultés. La faculté de droit pour produire la pensée en matière juridique. Et vous avez des grands producteurs de pensée que nous avons ici, comme le professeur Francis Vaudier ou le professeur Denis Segui, qui sont des sommités au niveau mondial, qui ont produit de la pensée dans le domaine de la loi, du droit. Et puis, vous avez les autres en économie, en psychologie, en philosophie, ainsi de suite. Et donc, c'est cette erreur de penser qu'on apprend un métier à l'université qui fait qu'on se dit, bon, la littérature n'apprend pas à un métier, pas un travail. Non, ce n'est pas le but de l'université. Le but de l'université, c'est de produire de la pensée. Et la formation qui y est donnée est une formation sur 3 niveaux à cette fin-là. Le premier niveau, c'est la licence. La licence, comme son nom l'indique, veut dire que vous avez la licence désormais de penser, de réfléchir à des problèmes. Licence, ça veut dire la liberté, la latitude. Ensuite, vous avez le deuxième niveau qui est la maîtrise. Désormais, quand vous passez la maîtrise, on considère que vous maîtrisez le savoir, vous savez penser. Mais cette maîtrise-là, avant que vous ne soyez déclaré maîtrisant le savoir, sachant penser, il y a un examen. La maîtrise se constitue dans une manière où vous prenez un sujet vous-même sur une question et vous produisez de la pensée autour de cette question. Et quand vous avez fait ça, un jury est constitué qui vous entend. Vous venez défendre le point de vue sur lequel vous avez réfléchi, autour duquel vous avez produit de la pensée, de sorte qu'on puisse savoir que c'est effectivement vous qui avez produit cette pensée-là. Et on vous challenge. Donc, il y a un jury qui est réuni pour ça. À l'issue de cette épreuve, on vous déclare maître. Est-ce quelque chose? Donc, ça veut dire désormais, vous maîtrisez les choses. Vous pouvez aller faire un métier si vous voulez à partir de ce moment-là. Le dernier niveau, c'est le niveau du doctorat. Vous faites la même chose qu'en maîtrise, sauf de façon plus approfondie. Vous écrivez un texte de près de 400 pages. Et puis, on réunit encore un jury et on vous interroge, on vous challenge, on voit ce que vous avez dans le ventre et on vous déclare docteur. C'est-à-dire que désormais, vous êtes capable de soigner la pensée. Vous êtes à un niveau où vous pouvez redresser les pensées qui sont tordues. C'est pour ça. Tout ça, c'est organisé d'une certaine manière. Ce sont nos ancêtres qui ont fait ce parcours-là. Dans l'Antiquité, on appelait ça les écoles de vie. Mais pourquoi il y a des gens qui travaillent à l'université? C'est-à-dire, quand on fait ces examens, ceux qui font le doctorat, par exemple, on le fait pour pouvoir reproduire ceux qui pensent. De sorte que, en ayant donné la possibilité à quelqu'un d'avoir un doctorat, nous qui sommes à la tâche à ce moment-là, nous pouvons recruter parmi ceux-là les gens qui vont venir nous remplacer quand nous ne serons plus là, pour continuer de produire la pensée. Et donc, voilà la fonction de l'université. C'est ça qui induit les gens en erreur. La deuxième chose sur laquelle le ministre n'a pas fait attention, c'est ce que la littérature est. J'ai coutume de dire aux gens que la littérature a pour objet d'apprendre aux gens, d'apprendre aux hommes à connaître les hommes. Si vous voyez la littérature pour ce qu'elle est, vous ne pouvez pas vous méprendre sur son importance et son caractère indispensable dans une société. La littérature, c'est la mémoire d'une société. Une société sans littérature n'a pas de mémoire. Et une société sans mémoire
n'est pas une société, c'est un conglomérat d'individus qui se sont rencontrés quelque part. Donc, elle ne peut pas produire quelque chose. Et donc, sur cette base de la littérature comme étant la mémoire d'une société, on ne peut pas ne pas enseigner la littérature. Sinon, comment vous déterminez qui vous êtes? Pour dire que vous êtes un peuple, une situation, c'est votre littérature qui dit ça. C'est par votre littérature qu'on peut vous apercevoir. Tout peuple qui rentre dans l'histoire marque son extrait de naissance par un texte. Quel que soit le peuple. Tout peuple qui entre dans l'histoire marque son extrait de naissance par un texte. Si vous prenez la Grèce antique, les Grecs apparaissent dans l'histoire quand il y a 3 textes qui paraissent de 2 auteurs, Homère et Hésiode. Il y a l'Odyssée, l'Iliade et la Théogonie. Ce sont ces 3 textes qui sont les premiers textes qui instituent le peuple qui va s'appeler grec et qui va faire son histoire. C'est chez tout le monde comme ça. Les Mandingues, chez nous, entrent dans l'histoire avec l'épopée de Sundiata. Si vous enlevez l'épopée de Sundiata, il n'y a pas de Mandingue. Donc c'est toujours un texte littéraire qui fonde un peuple. Et la suite de l'histoire fait que ce texte littéraire étant le début de la mémoire du peuple, le peuple est toujours obligé de réétudier ça pour donner à ses descendants, aux citoyens de ce peuple, qui ils sont. Si vous voyez la France, le texte initial qui institue la France, c'est la chanson de Roland. Avant la chanson de Roland, il n'y a pas de France. La France naît dans l'histoire de l'humanité avec la chanson de Roland. C'est par la chanson de Roland que la France se constitue comme un peuple et qui désormais va compter dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Et donc, sur la base de ces éléments-là, vous ne pouvez pas dire qu'il ne faut pas enseigner la littérature. La littérature est la seule matière qui est obligatoire, qui doit être enseignée à tout prix. Pour la simple raison suivante est que elle seule englobe toutes les autres matières. Si vous prenez un roman qui peut être écrit par un avocat, il va mettre des problèmes de droit dedans. Donc, le littéraire qui doit étudier ce roman doit connaître les problèmes de droit pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le roman. Vous prenez un poète qui est médecin, dans sa poésie, il va mettre des éléments de médecine. Si vous voulez comprendre sa poésie, vous êtes obligé d'étudier la médecine. Et donc, ceux qui étudient la littérature, très souvent, sont amenés à étudier toutes les choses. C'est pour ça qu'ils paraissent plus savants que les autres. C'est parce qu'ils sont obligés, à cause de la nature même de l'objet de leur recherche, de regarder chez les autres. En psychologie, donc ils ont créé une liste de théories qui leur permet de faire ça. Et donc, ils peuvent être à l'aise dans d'autres champs de recherche à cause de la nature même de l'objet. Mais de ce que la nécessité est d'étudier la littérature, c'est évident. Merci infiniment pour votre réponse. Alors, en tant qu'universitaire africain, n'aurait-il pas été plus logique d'enseigner la littérature africaine? Pourquoi avoir opté pour la littérature française? Oui, je me suis posé la question au moment du choix. Comme j'avais beaucoup de cordes à mon arc, j'ai hésité pendant longtemps. Mais il m'est apparu que ce qui aurait été plus intéressant et avantageux pour la Côte d'Ivoire, donc pour l'université de Côte d'Ivoire, où je pensais aller travailler, c'était plutôt de faire de la littérature française. D'abord, il y avait assez d'enseignants au niveau de la littérature africaine. Quand je faisais ma thèse, par exemple, mon directeur de thèse n'était pas un professeur de littérature française parce qu'au moment où je venais à l'université, la littérature française n'avait pas beaucoup de personnes qui étaient attachées. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 enseignants à l'époque, tout compte. Alors que dans la littérature africaine, il y en avait suffisamment. Et puis, je me suis posé la question de, comme je viens de vous dire, la littérature sert à connaître les gens. Et le pays dans lequel nous vivons, qui est la Côte d'Ivoire, a pour partenaire principal, on va dire, la France. La Côte d'Ivoire a plus de rapports avec la France qu'avec tout autre pays au monde. C'est le pays avec lequel nous avons le plus de relations. C'est le pays avec lequel nous avons le plus d'échanges. Et donc, s'il est convenu que la littérature sert à connaître
autres, soi-même aussi, ce qui était plus utile pour moi dans mon travail à l'université serait de faire connaître la culture, la France, parce que c'est notre premier partenaire. Et ce partenaire est, selon des périodes, une amie et à d'autres périodes, une ennemie. Et donc, il était important, il est toujours important aujourd'hui encore pour les Ivoiriens de connaître la France. Or, comment on peut connaître un peuple en réalité de façon efficace? Il y a deux manières. Soit vous vivez parmi ce peuple-là et vous pouvez connaître le peuple de manière directe par la relation que vous allez tisser avec les gens au quotidien. Si vous restez suffisamment longtemps parmi les gens, vous connaissez le peuple. Soit vous n'avez pas cette première possibilité, alors la littérature est le moyen le plus indiqué d'y parvenir. Parce que la littérature est comme une boîte noire. Elle enregistre tout ce que la société est. Une société peut falsifier des éléments dans son histoire. Elle peut vouloir induire ses partenaires en erreur par sa diplomatie. Mais elle ne peut pas trahir sa pensée, trahir ce qu'elle est dans sa littérature. Parce que la littérature n'est pas faite, je vais dire, intentionnellement. Elle est faite, c'est l'âme même du peuple qui s'exprime dans sa littérature. Et donc, si vous étudiez la littérature d'une société, d'un peuple, vous connaissez le peuple si vous avez bien fait votre travail. Et la connaissance de la France est un préalable pour tout Ivoirien. Supposons que vous êtes un homme d'affaires ivoirien, vous avez une entreprise et puis vous avez des partenaires français. Vous devez faire des négociations avec eux. Vous ne les connaissez pas. Comment vous allez être efficace dans la négociation? Parce que le contraire n'est pas vrai. Eux, ils vous connaissent. Puisque eux, ils étudient. Ils ont toute une école pour ça. Et donc, pour un Ivoirien, connaître la France, connaître les Français, c'est un devoir absolu que bien souvent on néglige. Les Ivoiriens ont une idée de la France, une vision idéalisée de la France qu'ils croient être la vraie vision. Donc, très souvent, ils sont désabusés, désarçonnés. J'ai dit tout à l'heure que la France, dans nos rapports, deux fois était une amie, deux fois était une ennemie. Mais ça, c'est grave ce que je suis en train de dire là. Pour tout politicien ivoirien, pour tout homme politique ivoirien, ce que je viens de dire devait lui mettre la puce à l'oreille et attirer son attention. Parce que le fondement du politique, selon Julien Freund, et avec quoi je suis d'accord, c'est trois choses. Le politique a pour objet de distinguer trois choses. Le politique doit distinguer le commandement et la soumission, ou plutôt l'obéissance. Qui commande, qui obéit? Le politique a pour objet de faire la distinction entre les deux. Le politique a pour objet de faire la distinction entre le privé et le public. Qu'est-ce qui est du domaine du public, c'est-à-dire où l'État doit intervenir, et qu'est-ce qui est du domaine du privé, qui est du ressort des individus entre eux-mêmes, où l'État ne doit pas empiéter. Et troisième élément qui est fondamental, qui marque l'essence de politique, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Si vous vous trompez sur un ennemi en pensant que c'est un ami, vous vous mettez en danger. Si vous vous trompez sur un ami en pensant que c'est un ennemi, vous vous mettez également en danger. Donc, sur la base de ça, la connaissance de la France est un préalable pour tout homme politique ivoirien. Or, comme ils n'ont pas cette connaissance, puisqu'ils ne demandent pas à l'université ce que l'université est censée leur donner, j'ai dit tantôt que le but de l'université, c'est de produire de la pensée et de mettre à disposition du peuple. Et parmi le peuple, il y a les hommes politiques. S'ils avaient ces éléments-là, ils pourraient décider en connaissance de cause. Et dans notre histoire récente, certains se sont lourdement trompés parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas l'information de première main produite par l'université. Toutes choses qu'ils auraient eues, qui les auraient déterminés à agir autrement. Voilà ce qui est. Et c'est pour ça que je suis allé étudier. Quand vous étudiez un ami, vous n'étudiez pas seulement l'ami sur ses vertus et ses qualités. Il faut également étudier ses défauts. Donc, il faut l'étudier entièrement. Et la littérature permet de connaître
la société française, permet de connaître le peuple français et permet de donner des informations. C'est pour ça que nous faisons des publications. Mais très peu de ceux qui ont des rapports avec la France et autres lisent ce que nous écrivons, surtout au niveau des politiques. Merci beaucoup, professeur. Dans le prolongement de ce que vous dites, je crois que vous avez créé un séminaire qui s'intitule Les lettres négrières. De quoi s'agit-il? Oui, c'est pour faire ce que je viens de vous expliquer. Mais le titre n'est pas total dans ce que vous venez d'annoncer. Le sous-titre, c'est Racisme et impérialisme dans la littérature française. Les lettres négrières, racisme et impérialisme dans la littérature française. Comme je viens de dire, si vous connaissez, vous cherchez à connaître votre ami, vous connaissez ses qualités, autres, mais il faut connaître ses défauts aussi. Et la France, qui est notre partenaire privilégié, a 2 défauts. C'est un pays qui est raciste. Le dire, ce n'est pas... Bon, les défauts d'un ami n'empêchent pas que ce soit un ami. Vous prenez acte de qu'il a ces défauts-là et puis vous faites ce qu'il y a à faire avec. Le deuxième défaut, c'est l'impérialisme. La France, sur le second défaut, a hanté son bien-être sur l'exploitation d'autrui. Depuis très longtemps, c'est comme ça que la France fonctionne. Et c'est pour ça qu'elle est très souvent impérialiste. Il faut aller ailleurs, prendre des biens pour pouvoir les rapatrier en France et agir. Je dis ça en mettant les faits historiques sous les yeux de tout le monde. La France n'a pas été le seul pays européen à avoir des colonies. La Grande-Bretagne avait des colonies. L'Allemagne également avait des colonies. L'Allemagne avait des colonies. Très souvent, on ne le sait pas. L'Allemagne avait 5 colonies en Afrique au XXe siècle. Par exemple, la Namibie était une colonie de l'Allemagne. Mais quand l'Allemagne a perdu ses colonies, elle n'a plus eu l'attitude de la pensée impériale. Si bien qu'elle s'est recentrée sur elle-même et elle a réorganisé son développement qui est auto-centré sur la production d'un certain nombre de biens. Elle s'est plus appuyée sur l'extérieur. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que l'Allemagne est aujourd'hui le numéro 1 en Europe à cause de ce recyclage-là. Chose que la France n'a jamais pu faire. Jusqu'à aujourd'hui, la France est encore accrochée à ses anciennes colonies africaines. Si bien que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui participent de cette situation. Et l'impérialisme ne peut prospérer que sur un terreau où vous avez une vision de l'homme qui est biaisée. C'est pour ça que je dis que la France est raciste. C'est un trait de son caractère. Aujourd'hui, on dit non, que le racisme, c'est une mauvaise chose, ainsi de suite. Mais quand vous prenez la littérature française, vous ne pouvez pas vous tromper sur ce trait de la France jusqu'à aujourd'hui. Mais ça commence très tôt. Je vous ai dit tout à l'heure que la France entre dans l'histoire avec un texte qui s'appelle la chanson de Roland. Mais déjà dans la chanson de Roland, les textes qui fondent les peuples sont des textes où le peuple se met en situation et met par opposition qui est son ennemi, tel que je viens de vous indiquer tout à l'heure. Si vous prenez l'Iliade et l'Odyssée, vous voyez que les Grecs s'instituent comme Grecs par opposition aux Troyens, avec qui ils sont en guerre. Et les 2 épopées-là sont des récits de guerre. Donc, on montre les 2 groupes. Le groupe que nous sommes et le groupe que les autres sont. Même chose chez les Mandingues. Quand vous prenez l'épopée de Sundiata, il y a Sundiata et les Mandingues et autres. Et de l'autre côté, vous avez Soumanguru Kanté et les Soso. C'est toujours comme ça. Mais dans la chanson de Roland, où la France se pose et se positionne, l'ennemi, c'est le noir et l'Africain. C'est clair dans le texte. Je suis venu avec le livre, je peux rapidement vous donner lecture d'une laisse. Vous allez voir comment cela est prégnant. C'est un texte que tout le monde connaît, mais que les gens ne lisent pas bien souvent. On lit ces textes-là avec un point de vue biaisé. Que nous dit la chanson de Roland à cet endroit?
La laisse 120. Voici un Africain venu d'Afrique. C'est Malkien, le fils du roi Malkout. Son armure est toute incrustée d'or et le soleil la fait étinceler plus que toutes les autres. Il monte un cheval qu'il nomme Saut perdu et qui est imbattable à la course. Malkien court frapper en séisse sur son bouclier dont il tranche tous les quartiers vermeils et bleus d'azur. Il fend les pans de sa cuirasse et il lui plante dans le corps le fer et la hampe. C'est bel et bien la fin du conte. Les seigneurs français se lamentent. Seigneur, quel malheur pour toi. Déjà, vous voyez que là, l'adversaire qui est mis en scène, c'est un Africain. On dit bien Malkien, un Africain qui vient d'Afrique. Il y a la laisse 113 que j'aime bien, qui dit quand Marsil voit le martyre des siens, Marsil c'est le roi des Africains qui se trouve en Espagne, il fait retentir ses corps et ses trompettes et s'avance à cheval avec la grande armée qu'il a levée. Au premier rang chevauche un sarrasin. Le mot sarrasin, c'est un mot africain qui a été transformé dans la langue espagnole. En fait, c'est Farafin qui a donné ce mot. L'étymologie, c'est ça. Au premier rang chevauche un sarrasin, Abysme. C'est le plus traître de toute sa troupe. Il est souillé de vices et de grands crimes et ne croit pas en Dieu, le Fils de Sainte Marie. Il est aussi noir que de la poix fondue. Il aime plus la trahison et le meurtre que tout l'ordre de Galicie. Jamais personne ne l'a vu plaisanter ni rire, mais il est brave, plein de témérité, ce qui lui vaut l'amitié du roi Marsil se traite. Vous voyez donc que dans ces deux laisses-là, on montre les chevaliers français en opposition avec un autre groupe avec lequel ils sont en guerre. Et on voit les éléments du racisme. Là, nous sommes au 11e, 12e siècle que ce texte a été produit. 11e, 12e siècle. Il est d'abord sous forme orale avant d'être mis par écrit. Et on montre déjà dedans tous les stéréotypes qui vont venir après sur le noir qui est affreux. Il y a d'autres textes un peu plus... Donc, déjà cette hiérarchisation. Et qu'est-ce qui oppose Marsil et ses compagnons aux Français, à Roland et ses compagnons? C'est la religion, c'est la richesse. Ce sont ces éléments-là. Et donc, c'est ça qui va traverser toute l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle en ces termes-là parce que la littérature même qui est produite aujourd'hui, vous avez les particules élémentaires de Houellebecq qui est paru en 98. Les mêmes éléments apparaissent. Pourtant, nous sommes en 98. Vous avez en 2020 un exemplaire de Titeuf. Titeuf, c'est une bande dessinée pour les enfants. Le numéro qui s'appelle À la folie. On voit dedans, on fait venir une Africaine, je crois qu'elle s'appelle Fatoumata, le personnage qu'ils ont fait venir, qui est une amie de Titeuf, on se rencontrer à l'école. Mais tous les stéréotypes qui sont sur les Noirs, ils ne savent pas parler français, ils ont les grosses lèvres rouges et autres, animaliers, tout ça est dedans. Et ça, c'est de la littérature pour les enfants. Et donc, c'est au vu de tous ces textes-là, qui ne sont pas connus plus ou moins, que j'ai voulu mettre ce séminaire en place pour qu'on parle de ces textes, pour qu'on les montre, pour qu'on les étudie, pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Étant entendu que si vous devez connaître quelqu'un qui est votre partenaire, il faut mieux le connaître dans ses qualités et dans ses défauts. Ce sera une mauvaise idée pour soi d'avoir des amis dont on ignore les défauts. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce séminaire, de sorte à pouvoir faire ce travail qui n'était pas fait antérieurement. Merci beaucoup pour ça. Alors, votre thèse de doctorat est particulière pour l'Université de Côte d'Ivoire, puisque vous êtes le premier docteur à avoir soutenu en littérature française et qui a fait l'essentiel de ses études, sinon la totalité, localement. Quel est votre apport, donc, dans l'enseignement de la littérature française? Oui, c'est vrai que avant moi, tous ceux qui sont professeurs de littérature française à l'université ont fait leur thèse entièrement ou en partie en France. Je suis le premier à l'avoir fait totalement ici. Bon, il faut dire que j'ai failli aller la faire en France également, comme les autres. J'avais mon directeur de thèse, le professeur Cabanès, à Toulouse, le Mirail, qui avait déjà été trouvé le sujet, on s'était mis d'accord ensuite. Sauf qu'au dernier moment, l'État ivoirien a refusé de me donner la bourse étrangère. Donc, j'ai été obligé de rester ici et de faire ma thèse ici.
Mais ce n'est pas par rapport à ça que j'ai un apport particulier. Je l'aurais fait là-bas, j'aurais pu apporter ou non. Ce que je peux dire comme ma contribution personnelle à l'enseignement de la littérature française en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir mis la lumière sur des points aveugles de cet enseignement. Quand je suis arrivé, j'ai demandé aux collègues, est-ce qu'on peut enseigner la littérature française à Abidjan comme on l'enseigne à Marseille ou bien à Lille? Évidemment que la réponse est non, puisque ça ne s'adresse pas au même public. Le jeune Français qui apprend la littérature française n'est pas en train d'apprendre un savoir, ce n'est pas un objet de savoir pour lui. Il cherche à comprendre qui il est, ce qu'il est et que sont ce que ses ancêtres ont fait. C'est une compréhension de soi-même qu'il fait. Ce qui n'est pas le cas d'un jeune Ivoirien qui va étudier la littérature française. Pour le jeune Ivoirien, c'est un objet de savoir. C'est un outil qui lui permet de connaître la France et les Français. Donc, ça ne peut pas être la même chose. C'est-à-dire, dans ce cas-là, qu'il faut orienter, ajuster l'enseignement au public cible. Et dans ce cadre-là, il y a des textes qui sont des textes canoniques. Par exemple, si vous prenez la poésie française, on va vous dire, à la base, ceux qui ont vraiment institué la chose, c'est la Pléiade, Ronsard, Dubélé, voilà, défense et illustration de la langue française. Ce sont eux là qu'on va vous présenter. Mais ça, c'est le canon. Et toute société est comme ça. La société a un roman national. Et les textes qui permettent d'affirmer et de promouvoir le roman national, ce sont ces textes qui sont mis en avant. Pourquoi la France met en avant Ronsard et la Pléiade? Parce que par Ronsard et la Pléiade, la France se rattache à l'Antiquité grecque et mène une filiation. Parce que Ronsard et ses amis de la Pléiade ont essayé de gréciser et de latiniser le français. Mais il y a certains auteurs de l'époque qui n'étaient pas dans ce courant-là. Mais quand vous vous en tenez seulement au canon pour étudier un phénomène, c'est très compliqué de comprendre le phénomène. On a le même cas dans la religion chrétienne. Quand on s'attache seulement aux évangiles canoniques pour étudier le christianisme, on ne comprend pas trop le christianisme. C'est un peu, il y a quelque chose qui manque, il y a des choses qui flottent. Parce que ce qui manque là, ça s'appelle les évangiles apocryphes. Il faut lire les évangiles apocryphes. C'est les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes qui font le christianisme. Et là, vous comprenez. Ah oui, donc c'est pour ça que ceci et cela. C'est ça qu'il faut faire. Et dans le cas de la littérature française, c'est la même chose. Si vous vous en tenez à Ronsard pour parler de la poésie et à la Pléiade, vous ne comprenez pas quelqu'un comme La Fontaine. La littérature de La Fontaine vous paraît sortie de nulle part. Vous ne comprenez pas non plus quelqu'un comme Baudelaire. La poésie de Baudelaire vous paraît insensée. Sauf que la source d'où viennent ces deux auteurs a été occultée. C'est quelqu'un qu'on appelle Clément Marot. Et c'est lui qui est à la base de la poésie française, si on veut dire. Il a travaillé 30 à 40 ans avant Ronsard et les autres. Et lui, son travail qu'il faisait, c'était de faire de la poésie française à partir des sources indigènes. Il travaillait, comme il avait dit lui-même, à ne pas latiniser ni gréciser le français. Les mots français qu'il utilisait, ce sont des mots du terroir, du patois même qu'il prenait pour mettre en poésie. Et si vous voyez, par exemple, la règle de l'accord du participe passé, par exemple, c'est Clément Marot qui est le premier à avoir organisé cette règle-là de la manière où on l'a dit. Il a fait un épigramme où il traite de cette question. Donc, vous voyez qu'il a travaillé sur la langue, sur la poésie, et les genres poétiques qu'il a mis, ce sont des gens autochtones. Il n'est pas allé prendre des gens dans la Grèce antique et autres pour venir les franciser. Et donc, lui, c'est la dimension qu'on va dire autochtone de l'œuvre. Il y avait aussi, dans ce même cadre-là, par exemple, au XVIIe siècle, le théâtre. On a les trois canoniques que tout le monde connaît. Corneille, Racine, Molière. Mais ils n'étaient pas que trois. Mais ça, c'est le canon. Pour bien comprendre le phénomène, il faut voir les autres aussi.
Par exemple, ils étaient 7 à avoir été pensionnés par le cardinal Richelieu et les 4 autres. Donc, quand je suis arrivé à l'université, j'ai pris un dans ces 4 autres-là que j'estimais être, que Jean Rotrou, et que j'ai mis à étudier. Donc, j'ai donné les textes à voir. Ainsi de suite. Par exemple, le séminaire sur les lettres négrières travaille dans ce sens-là. En fait, mon apport, c'est d'avoir mis la focale, mis la lumière sur des points aveugles. Montrer que non, il n'y a pas que le canon, il y a aussi des textes qui sont ignorés, qui sont mis à part. Il faut les faire parce que ces textes-là permettent de voir l'ensemble du tableau. Et en faisant ce travail, j'ai vu des textes aussi qui apparaissaient dans l'étude de l'histoire littéraire française. À leur époque, ils avaient été assez importants. Et puis, ils disparaissaient de l'histoire. J'ai regroupé un certain nombre de textes comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils fait qu'ils ont ce traitement-là? Et je me suis rendu compte que c'était des textes qui avaient été produits par des auteurs français, mais qui étaient d'origine étrangère. Il y en a qu'on connaît, pratiquement deux que pratiquement la plupart des gens qui s'intéressent à la littérature française connaissent, c'est William Beckett et Ionesco, qu'on connaît. Ceux-là sont d'origine étrangère. Mais eux, que vous voyez, ils sont la pointe émergée d'un iceberg qui est gigantesque. Donc tous les autres là qui sont passés à travers l'histoire, nous les avons regroupés et nous les avons qualifiés de littérature offshore parce qu'ils étaient à distance de leur culture source. Ils ont changé de culture. Ils étaient comme Ionesco roumains et ils viennent dans la littérature française et ils produisent des... Les textes qu'ils produisent sont des greffes dans la littérature française. Et souvent, ils sont occultés également. Donc, j'ai mis la focale là aussi en créant une discipline qui s'appelle la littérature offshore, sur laquelle on étudie les auteurs qui sont dans ce cas-là. Donc, voilà ce que je peux dire comme apport à l'enseignement de la littérature française si on devait dire qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau. C'est d'avoir mis la lumière sur des points aveugles de cette littérature qui permet d'avoir une vue d'ensemble désormais et de connaître de façon approfondie les gens et la société dont nous parlons. Et quand on lit vos écrits, qu'on écoute vos conférences, on voit que vous vous intéressez de plus en plus à l'esthétique et à l'art africain. Quelles sont les raisons de cet intérêt? Je me suis toujours intéressé à l'art africain. C'est pas maintenant, depuis que je suis tout petit. Je fais partie de la dernière génération d'Africains qui ont eu le privilège d'avoir de façon directe l'enseignement de nos ancêtres. Nos grands-pères, à nous autres de ma génération, ont été élevés dans l'ancien monde africain. Donc, par l'intermédiaire de nos parents et deux fois de ces grands-parents-là que certains ont pu côtoyer, nous avons eu un accès direct à l'Afrique. Et là est un des éléments par lesquels nous avons pu avoir cet accès direct-là. Donc, je me suis toujours intéressé à l'art depuis que je suis petit. L'intérêt que vous mentionnez, qui est récent, peut-être 8 ans par là, vient de ce que c'est un intérêt maintenant qui est un intérêt scientifique, parce qu'il faut produire de la pensée également à ce niveau. On a l'impression que la tradition, c'est ce qui est le folklore dépassé. Non, non, non. La tradition continue toujours aussi longtemps que nous sommes là, puisque c'est l'enseignement de ce qui est important que nos ancêtres ont retenu et que nous transmettons de génération en génération. Et la génération qui est la nôtre a obtenu ces enseignements-là. Mais, comme l'éducation, le système éducatif issu de la colonisation est un système qui a pour objectif de désafricaniser les Africains. Donc, ces enseignements, ces connaissances sont perdus dans le système officiel. Et ce que j'ai voulu faire depuis quelques années, c'est de remettre ces enseignements-là dans le jeu, pour les remettre dans le circuit. Comment cela m'est venu? Je sais qu'en philosophie, où on produit de la pensée, c'est cette discipline-là qui est chargée de réfléchir sur l'esthétique, sur l'art. Donc, j'ai un de nos anciens qui me fait l'amitié
me fait l'honneur de me considérer comme un ami, le professeur Ramsès Timele. Je suis allé le voir. Professeur, ici en philosophie, qu'est-ce que vous enseignez au niveau de l'esthétique en ce qui concerne l'Afrique? Et ce qu'il me dit, il dit non, quasiment on n'enseigne pas ça. Je crois que c'est le professeur Dibi qui est responsable de l'esthétique, qui est là-bas à l'université. Il dit non, on enseigne l'esthétique, Hegel, Kant. Je dis mais c'est pas possible parce que l'esthétique de Hegel, qu'est-ce que l'esthétique de Hegel peut nous dire sur un masque? Ouais, quasiment rien. Qu'est-ce que l'esthétique de Hegel peut nous dire sur une porte de grenier Dogon? Pas grand-chose. Donc, il faut que nous avons nos textes et autres. Pourquoi? Il dit oui, mais c'est pas ça. D'ailleurs, j'ai un cours en Africa où si tu veux, tu viens, on va faire le cours ensemble, tu vas apprendre. Donc, voilà comment je suis arrivé. Ça, il m'a donné une classe de ce cours. Mais pendant que je faisais le cours, il y a des étudiants qui venaient de l'INSAC et qui avaient les mêmes. Donc, je suis allé à l'INSAC pour leur demander. Je dis, mais ici, comment vous enseignez l'esthétique? On me répond que non, eux, ils n'enseignent pas ces choses-là. Là-bas, ils sont des praticiens. Ils ne sont pas des théoriciens. Je leur dis, mais dans le domaine où vous êtes, qui est là, ce que vous dites là n'est pas exact. En art, vous pouvez être un théoricien sans être un praticien. C'est mon cas. Je réfléchis sur les phénomènes artistiques. Donc, c'est possible d'être un théoricien sans être un praticien. Je ne peux pas fabriquer d'objets d'art. Je n'ai pas la dextérité, l'habileté manuelle qu'il faut pour ça. Mais le contraire n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être praticien de l'art sans être théoricien. Parce que ce que vous fabriquez même, c'est de la théorie appliquée. C'est de la théorie mise sous forme, rendue tangible. Par exemple, si vous faites votre masque, pourquoi vous faites tourner le nez vers la gauche plutôt que vers la droite? C'est parce qu'il y a une réflexion antérieure qui vous dit que ça doit être vers la gauche. Donc, vous êtes obligatoirement théoricien. Sauf que vous ne savez pas de quelle théorie vous faites la pratique. Et là, il y a un problème. C'est pour ça que vos œuvres que vous produisez, qu'on voit souvent, sont des œuvres hybrides. Parce que vous mélangez plusieurs théories. Donc, vous ne savez pas. Il serait intéressant que vous puissiez étudier les théories-là en bonne et due forme, en connaissance de cause. Donc, les collègues qui sont à l'INSAC, avec qui j'ai étudié ça, ils m'ont dit, bon, puisque tu le dis, propose-nous quelque chose. Et donc, je leur ai proposé un cours qu'ils ont validé et que je dispense depuis 2019. L'année dernière, on n'a pas pu faire le cours à cause des problèmes de Covid. Là, j'attends l'emploi du temps incessamment. Et donc, c'est par l'art, l'Africain, l'art est le domaine où l'Afrique a tout, comment je peux dire ça, tous les atouts qu'il faut pour se relever. Il y a dans l'art tout ce que nos ancêtres ont trouvé. Souvent, on regarde l'art africain en ayant à l'idée la définition et la compréhension que les étrangers, les occidentaux ont de l'art. Ce n'est pas la même chose. Un objet d'art africain est un objet scientifique. C'est un objet scientifique. Et ce n'est pas parce que c'est de l'art d'avant-hier dont je parle au niveau traditionnel. Non, non, non. Même jusqu'aujourd'hui. Prenez un artiste comme DJ Lewis, qui a quelques années a fait une danse qu'il appelle la grippe aviaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette danse? Si vous y réfléchissez sérieusement, il ne s'agit pas simplement de danser. La danse que DJ Lewis a créée, qu'il a appelée grippe aviaire, est un document de sémiologie, de maladies, de volatiles. C'est un document d'études de maladies des oiseaux. Pour quelqu'un qui n'a pas fait d'école de médecine et autres, et qui voit cette danse, la personne comprend automatiquement que cette danse-là lui montre quand les oiseaux, les volatiles, poulets et autres, sont malades de cette maladie, voilà le comportement qu'ils ont. Donc, ce sont les symptômes de la maladie-là que la danse reproduit. Et pour quelqu'un qui a des poulets, quand il va voir le poulet avoir ce comportement que lui voit dans la danse, il comprend automatiquement que son poulet est malade.
et que ce poulet ne peut plus le manger. C'est comme ça que nos ancêtres dispensaient le savoir. Ils mettaient ça sous forme symbolique dans des objets ou dans des performances. La danse a eu pour origine de mimer ces informations-là qu'on voulait transmettre. On mime les informations et on les met dans une danse. Tous ceux qui dansent la danse savent ce qu'il y a comme information dedans et quand ils se retrouvent en situation où ils doivent utiliser l'information, ils savent ce qu'il faut faire pour utiliser l'information. J'ai vu à une fête traditionnelle un jour dans un village à côté de Alépé où nous étions allés et les jeunes filles dansaient. J'ai demandé à un voisin qui était du village comment cette danse s'appelle. Il m'a dit c'est les oiseaux s'en vont. Et elle mimait un vol d'oiseaux, ce que j'avais vu. Et il m'explique que cette danse se danse avant la récolte. Et cette danse a pour but de faire savoir à tous les agriculteurs qui sont concernés que quand les oiseaux se comportent de cette manière-là, et c'est pour ça qu'on danse à cette époque-là, les plantes et autres que vous avez plantées selon un certain nombre sont prêts, sont à maturation, vous pouvez commencer à procéder à la récolte. Donc vous voyez que nous sommes en pleine agronomie. C'est une information agronomique qui est donnée par la danse. Il n'y a pas que la danse ou la musique qui fait ça. Il y a aussi les objets physiques d'art que vous avez, les masques et autres. Par exemple, le masque qu'on le voit tel qu'il est affreux et autres. C'est un masque qui a pour objet de symboliser la guerre, les tourments, les atrocités et les éléments de la guerre. Donc c'est un document de stratégie militaire que vous avez sous les yeux là. Les Africains n'avaient pas d'école où il faut écrire des choses. Non, non. Ils les mettaient directement dans des objets qu'on appelle des objets d'art, de sorte que tous ceux qui entrent en contact avec, s'ils ont les outils pour décoder, parce que c'est ça qui est le problème aussi, puisque cette connaissance, comme c'est un savoir et que tout savoir est dangereux, il est mis sous forme codée. On chiffre l'information grâce à la fonction symbolique qui a été étudiée par le professeur Zadi Zaourou, dont nous sommes les héritiers que nous suivons. Et donc, la connaissance de cette fonction symbolique vous permet de décoder les informations qui ont été cryptées dans l'objet d'art. Donc, ce ne sont pas des objets d'art au sens occidental qu'on entend. Ce sont des documents scientifiques que nous avons. Et tous ces documents scientifiques nous viennent de très loin dans l'histoire. Et pour tous ceux qui peuvent déchiffrer, on peut comprendre et revenir sur un certain nombre de phénomènes et de connaissances que nous avons perdus. Or, qui sont toujours là, parce qu'ils sont dans ces objets que les gens continuent de fabriquer. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu remettre ces choses-là au goût du jour, de sorte que les enseignants, les uns et les autres, puissent savoir ce qu'il y a et comprendre et pouvoir utiliser. Nous sommes obligés de nous réafricaniser si nous voulons sortir de la situation, on va dire, bancale dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et nous avons tous les outils à disposition. Là est la source. C'est une base de données que nous avons. La plus grande base de données de l'histoire de l'humanité, puisqu'elle remonte jusqu'à près de 200 000 ans aujourd'hui. Toutes ces choses que vous avez. Donc voilà la raison pour laquelle je suis allé vers l'art et l'esthétique africain pour mettre ça au niveau de la réflexion scientifique, qu'on puisse l'utiliser pour se reconstruire et pour procéder à la renaissance africaine. Merci infiniment, professeur, pour toutes ces réponses, pour cette interview qui est en fait un grand savoir que vous venez de nous dispenser avec brio. Merci. C'était le salon de la réflexion, le lieu où on trouve des chercheurs qui trouvent. Merci et à bientôt.